normalement. Donc voilà, je vais juste vérifier qu'on est bien là. Tac. Ça va commencer dans quelques... C'est bon. On est bien en ligne. Il y a un délai de 30 secondes, juste pour que vous sachiez. Un petit délai de 30 secondes entre le moment où on parle et où c'est affiché sur LinkedIn. Donc ça vaut aussi pour les spectateurs. On va commencer dans 1 minute. Bon, on te laisse la main, Martin. Ben, j'ai... Tout à fait. Après, je me cacherai. Je vais vous laisser un peu échanger. Hop. Et c'est bon. On va pouvoir démarrer. Tac. Laura nous voit, donc tout va bien. Alors, on va démarrer. Donc bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire. On a la chance aujourd'hui de recevoir donc Makara Houk, qui est chef du recrutement de la Marine nationale et capitaine de vaisseau, mais je vais vous laisser avec Jamil vous présenter, et puis on va faire une petite intro, et puis après on va parler donc de différentes choses, des challenges pour les candidats, pour la Marine nationale. On est aussi ouvert à toutes les questions, donc vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sur LinkedIn ou dans le chat en direct. Et puis bien sûr il y aura un replay à la fin, donc tout ce dont on va discuter sera repris et repartagé. Donc voilà, vous pouvez aussi nous contacter pour recevoir le replay. Makara, vous pouvez démarrer par une petite introduction brièvement. Makara, ton micro est coupé. Ouais, ton micro est coupé. Pardon. Voilà, c'est bon. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à ce webinaire et à partager mon expérience déjà du recrutement et puis de la collaboration avec Goshaba. Donc moi, je suis chef du service de recrutement de la Marine depuis maintenant 2 ans, qui est une expérience très, très enthousiasmante, assez stimulante intellectuellement, parce qu'on a la chance de rencontrer des gens comme Jamil, par exemple, et d'échanger. Je suis bien en direct, vous m'entendez? Oui. Ah oui, pardon. Oui, c'est bien. Parce que là, du coup, je vous ai perdu, je Ah sais oui, plus. Voilà. C'est toujours une expérience très intéressante d'échanger sur le recrutement de la marine qui peut paraître comme ça un petit peu décalé. Bon, il y a des choses qui sont très, très spécifiques dans ce que nous faisons, qui ne s'appliquent pas ailleurs. Je donne un exemple, par exemple, la plupart des recrutements dans le monde de l'emploi se font au travers d'un modèle qui est plutôt celui du manager-recruteur, ce qui, chez nous, ne se fait quasiment pas. Aujourd'hui, dans le monde, on se pose la question du recrutement sans CV. 95% des recrutements de la marine se font sans CV, par exemple. Donc, on peut apparaître a priori comme un peu des ovnis. En réalité, ce qui est très intéressant quand on étudie le cas du recrutement de la marine, c'est que ça offre un exemple un peu atypique qui permet de regarder vraiment quels sont les paramètres qui comptent ou qui comptent pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, on discute beaucoup d'histoires de pénurie, comment émerger dans un monde du travail dans lequel les investissements en marketing publicitaire ont explosé. Bon, là, c'est en train d'un peu de redescendre, mais enfin, on a connu une très forte croissance au cours des années écoulées. Comment prendre en compte, comment recruter par exemple sans CV, des choses comme ça, ce que j'ai déjà cité. Et donc la marine
même si elle a un exemple qui ne peut pas s'appliquer directement, on ne peut pas prendre juste ce que fait la marine parce qu'elle a ses propres contraintes, qui sont les propres contraintes qui sont imposées par l'État, qui sont imposées par le fait que quand on nous confie quelqu'un, ce n'est pas juste quelqu'un qui va être employé, c'est quelqu'un qui va devoir répondre à des exigences, par exemple de sécurité, hein, on nous confie quand même des armes, des choses comme ça. Et donc, on ne peut pas le prendre et le copier. Mais en revanche, on peut regarder dans les éléments ce qui a guidé nos choix et ça apporte un vrai contrepoint à la plupart des recruteurs pour savoir ce qui finalement est la vraie raison, le motif qui peut justifier de faire un choix ou un autre. Voilà. Très bien, merci. Du coup, je vais laisser Jamil maintenant se présenter. Tout d'abord, merci beaucoup, hein, Makara, pour ta présence. Et en effet, donc, je suis Jamil Kemal, cofondateur de Gaucheva. Moi, quelque chose qui m'a toujours fasciné avec la marine, et c'est pour ça qu'on en discute, c'est que tu parles du côté atypique. Et en réalité, on se rend compte de plus en plus que ce qui est fait au sein de la marine est en train de se développer partout parce que vous avez anticipé, vous avez depuis longtemps des problématiques qui deviennent celles de tout le monde. L'idée de devoir orienter des gens vers des métiers dont on ne sait même pas qu'ils existent, qu'on ne soupçonne pas, le fait d'avoir un impact à l'échec de recrutement qui est du coup qui peut avoir directement un impact sur la vie ou sur la mort. Le fait de gérer à la fois des gros volumes de candidats parfois, mais en même temps, dans certains métiers, des grosses pénuries. Et puis tu parlais tout à l'heure effectivement de cette idée de recruter les gens sur leur potentiel, le recrutement sans CV. Donc en effet, on peut avoir le sentiment que la marine nationale, c'est un élément à part. En fait, j'ai plutôt l'impression que c'est un organisme qui est hyper innovant et qui, au contraire, alors je dirais pas une boussole, une lanterne, mais en tout cas éclaire vraiment sur des problématiques que tout le monde va rencontrer. Et je trouve justement que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc vraiment merci pour ton temps et on sait qu'il est précieux. Et donc on va démarrer. Et oui, merci encore, j'en profite. On voulait parler de différentes choses et notamment des challenges, que ce soit pour la marine, mais aussi pour les candidats. C'est forcément une nouvelle vie s'ils veulent rejoindre la marine, une aventure. Et donc, ce serait bien d'exprimer un petit peu tous les défis qu'ils peuvent percevoir, rencontrer lors du recrutement, puis après, et dans quoi ils s'engagent, comprendre un petit peu aussi tous les détails de qu'est-ce que c'est de rejoindre la marine. Moi, la perception que j'en ai au travers des rencontres avec certains candidats et puis des remontées des recruteurs aujourd'hui, c'est qu'il y a des interrogations qui sont spécifiques à la marine, mais enfin, il y a beaucoup de questionnements des candidats qui sont des questionnements assez communs. Aujourd'hui, la question de l'éloignement vis-à-vis du milieu familial, la mobilité géographique sont des questions qui sont assez prégnantes. Surtout à une époque où se développe, par exemple, le télétravail, la possibilité de concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Donc ça, c'est évidemment des questions légitimes qu'ont tous les candidats, quel que soit l'employeur, et qui forcément, vis-à-vis de la marine, deviennent un petit peu plus aiguës, puisque d'abord, la marine n'est pas présente sur l'ensemble du territoire national, hein, elle est dans les ports, dans certains ports. Et puis ensuite, une grosse partie des marins vont agir sur des bateaux, ils vont être déployés avec des périodes d'absence. Donc ça, ce sont beaucoup de questionnements qu'ont les candidats. Et puis l'autre aspect qui est un petit peu propre aux carrières dans la marine, c'est la longueur des carrières, puisque la moyenne de carrière dans la marine, c'est à peu près 13 ans. Donc ça paraît assez long et il y a souvent la crainte qu'on va rentrer dans une espèce de tunnel et puis on n'en sortira jamais. Alors, pour le premier point, il est évident qu'il faut accepter déjà d'aller vers les endroits où la marine est présente. Hein. C'est essentiellement un gros pôle autour de Toulon, un très gros pôle autour de Brest, un très gros pôle autour de Cherbourg, et puis certaines bases qui sont outre-mer. Alors, tout d'abord, la mobilité, elle n'a pas que du mauvais, parce que faire un métier dans lequel on peut être déployé outre-mer et où on peut découvrir le monde aussi
d'une façon un petit peu plus intelligente, hein, parce que quand on navigue avec un bâtiment et qu'on va faire une escale dans un pays, on a besoin aussi d'être conscient du contexte culturel, du contexte géopolitique dans lequel on fait ce déplacement. Voilà, puis on rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés. Voilà, quand on croise des agents économiques locaux, quand on croise des expatriés français qui ont une expérience locale, c'est assez enrichissant. Bon, évidemment, il faut accepter un peu cette mobilité au départ, hein, si on vient d'une zone qui est loin du littoral. Mais finalement, une fois qu'on est dans la marine, il y a très très peu de marins qui, une fois qu'ils sont installés, doivent bouger tous les ans. Voilà, mon propre exemple, c'est que j'ai passé quasiment 17 ans à Toulon dans ma carrière, et les fois où j'ai bougé, c'était pour aller à l'étranger ou outre-mer. Donc, je pense que il y a plus négatif comme type de carrière. Donc voilà, il y a quelques pourcents, je crois que c'est à peu près 2% tous les ans des marins qui sont vraiment obligés de bouger. Enfin, bon, ça, c'est pas une mobilité finalement si importante que ça. D'accord. Alors évidemment, on change d'affectation régulièrement, mais dans un monde où les jeunes disent qu'ils ne veulent pas de routine, bon, bah, je pense que c'est quand même un modèle qui est assez intéressant, parce que si on veut comme ça avoir du changement, pas avoir toujours les mêmes collègues, voilà. Donc je trouve que c'est une appréhension qui est un peu paradoxale chez les candidats, voilà, auquel il faut répondre, auquel il faut expliquer, mais qui finalement, dans le ressenti, moi, ce que j'en retiens surtout de ma carrière et de la carrière des gens que je croise, c'est que c'est bien ce qu'on met en avant, c'est cette richesse du mouvement, du fait qu'on n'est pas toujours dans la routine. Voilà. On peut, en plus, dans la marine, on développe des compétences, donc les choses changent, on va expérimenter différents types d'unités et donc différents types de missions, et ça, c'est quand même assez enrichissant. J'ai une Par question. ailleurs, Pardon. Ah, pardon, pardon, Makara, j'ai coupé, mais j'avais une question juste parce que ça a trait au candidat d'une personne dans le chat qui demandait, et peut-être que tu pourras l'aborder un peu après, c'est comment se fait la communication au-delà des campagnes institutionnelles, pardon. C'est une question de Johan, et je pense que voilà, ça rentre dans l'attrait des candidats et comment vous allez les chercher. la communication auprès des candidats? Alors oui, comment se fait la communication au-delà des campagnes qu'on voit, c'est vrai, peut-être à la télé ou qui sont assez institutionnelles, Je des reviendrai affiches. sur ce point, je vais juste finir. Donc OK. la mobilité géographique, l'appréhension par rapport à cette mobilité, donc je pense que oui, c'est une réalité, mais une réalité qui n'est pas si contraignante que ça, et surtout dont beaucoup d'aspects sont extrêmement enrichissants. Voilà. La conciliation vie professionnelle, vie personnelle, bon, c'est sûr qu'il faut construire un peu sa vie autour de ça, de cette activité. Enfin, moi, j'en ai une expérience extrêmement positive, hein, voilà. Il y a aussi des très très bons aspects, et voilà. Et c'est tout à fait possible d'avoir une vie de famille, d'avoir un conjoint qui travaille, et de pouvoir avoir une carrière. J'en arrive au second point, qui est la peur de l'engagement de longue durée. Et on revient au même point, c'est-à-dire que rentrer dans la marine, c'est pas rentrer pour faire la même chose toute sa vie. Voilà. Donc on en revient à cette histoire d'une forme de mobilité, mais on en vient au fait aussi qu'on va monter en compétences, on va monter en responsabilité, et puis surtout, on en revient à ce que on peut changer aussi de métier ou évoluer. C'est-à-dire que la liste des métiers qui sont proposés en début, c'est pas la liste des métiers qui va se faire toute sa vie. On peut rentrer aujourd'hui, par exemple, et je cite souvent cet exemple d'un marin qui est rentré comme équipier de pont d'envol, et qui donc pendant plusieurs années a été accrocher les saisines, donc les chaînes en métal qui permettent d'accrocher les hélicoptères sur le pont d'envol ou les avions de chasse sur le porte-avions, pour éviter que quand le bateau bouge, pas de bol, l'aéronef passe par-dessus bord, qui permet voilà, d'assurer la sécurité et la mise en œuvre des avions. Et puis, il a fait ça pendant 4 ans, et puis il a postulé ensuite pour pouvoir faire électricien, parce qu'il avait fait un peu d'études avant, et puis surtout nous, on les forme, et puis on l'a pris comme électricien, et après il a fait pendant 5 ans, il était électricien. Et puis quelques années plus tard, il a eu une autre opportunité d'évolution,
et il a fait photographe, ce qu'on appelle reporter image. Et aujourd'hui, il sert du côté de Toulon comme reporter image. Et quand je l'ai croisé l'autre jour, il était ravi de sa carrière. Mais ça, j'ai d'autres exemples, hein, puisque j'ai dîné l'autre soir avec mon ami Alban, qui a été pendant un an mon maître d'hôtel au Carré Commando du Cassard, et qui après, lui, il a fait le chemin inverse. Il a décidé qu'il avait envie d'action, d'une autre action, et qui a postulé, et il est directeur de pont d'envol aujourd'hui. Donc lui, c'est lui qui fait maintenant atterrir, c'est la personne en jaune qui fait les mouvements à l'hélicoptère pour qu'il se pose, et il est ravi de ça. Et donc il y a des exemples comme ça, j'en ai plein ma musette, pour dire que bon, quand on rentre dans la marine, on rentre peut-être pour une dizaine d'années. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la marine. J'ai une durée moyenne d'affectation de 1,5 ans, c'est-à-dire que tous les 1,5 ans au moins, je change de métier. Et bon, voilà. Donc, en gros, on va pas s'ennuyer, quoi. Si on rentre chez nous, on va y avoir de l'action. On va revenir sur je réponds maintenant. Pardon, est-ce que on va la garder. Je pense qu'on va garder ça pour les questions à la fin. Ça sera très bien. Excuse-moi, Martin, juste vas-y. un rebond, parce qu'effectivement, Makara, tu dis quelque chose, moi, qui me paraît fondamental. C'est que, notamment à une époque où l'intelligence artificielle arrive, on sait que les compétences techniques vont être de moins en moins durables et pertinentes. Dans un autre type d'univers, recruter quelqu'un parce qu'il ou elle connaît bien Excel, ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce que tu décris, en fait, c'est recruter des gens sur deux choses, sur la culture et sur le potentiel. Et c'est aussi dire faire confiance aux gens sur la culture et le potentiel et les accompagner. Et c'est un changement fondamental de point de vue, parce que ça veut dire qu'on parie sur les gens, sur ce qu'ils pourront faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, plutôt que de se dire on va faire une checklist avec toutes les compétences techniques qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont, et on va dire non tout de suite parce qu'ils n'ont pas le truc. Donc, moi, je pense que quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, ce que tu décris, en fait, c'est une pénurie de clones. Parce que si tu avais dit pour recruter des électriciens, il nous faut des gens qui ont un BTS électricien, qui ont 2 ans d'expérience en électricité, tu n'aurais peut-être pas d'électricien au moment où tu en avais besoin. Donc je pense que c'est vraiment un mindset qui est transposable à tout le monde en réalité. Oui, alors c'est tout à fait pertinent, évidemment, comme souvent dans ce que tu dis, Jamil, mais c'est vrai que nous, on recrute et on regarde un paramètre très important, c'est plutôt que les compétences sur le moment, c'est la capacité d'adaptation. Voilà. Et donc, on essaye de se projeter et de voir si l'intéressé va être capable de s'adapter au mode de vie, mais aussi à un potentiel d'évolution. Ça, c'est extrêmement important. Voilà. Alors, il y a certaines spécialités dans lesquelles on va être assez exigeant en termes de prérequis. Voilà, bon, je le rappelle, la plupart du temps, on fait pas technicien dans le nucléaire sans avoir la capacité à comprendre ce que c'est que le tableau périodique des éléments. Il faut savoir faire un petit peu de mathématiques quand même. Mais pour beaucoup de nos métiers, qui ne sont pas des métiers qui demandent une très haute technicité au départ, en tout cas une technicité qui peut s'acquérir, puisqu'on forme intégralement les gens, on regarde surtout leur capacité d'adaptation. Et je rebondis sur ce que tu dis sur l'impact de l'IA. Bon, c'est évidemment un domaine que l'on regarde d'assez près, on s'intéresse à cet impact. J'étais l'autre jour à une conférence sur le sujet, et ce que j'en ai retenu quand même, c'est que ceux qui seront bien exploiter l'IA sont les gens qui savent se poser les bonnes questions. Donc, ça ne va pas supprimer la technicité, ça va simplement lui demander de s'exprimer un peu différemment. D'où l'idée d'avoir plutôt des gens qui sont capables de s'adapter, qui sont capables de comprendre la finalité des choses, plutôt que d'avoir des gens qui sont extrêmement pointus. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir développer une forme d'expertise, elle va être peut-être légèrement différente. Donc nous, on regarde ça, on essaye de deviner le potentiel. Alors on le fait avec notre jugement militaire, hein, puisque dans notre processus de recrutement, l'évaluation du potentiel du candidat, elle se fait d'abord avec un entretien avec un conseiller en recrutement qui est un marin, qui a une expérience opérationnelle, qui a été sur des bateaux, qui a été sur des sous-marins, qui a été dans les commandos, qui a été dans l'aéronautique navale, qui a été parfois dans l'administration, qui a été dans la logistique, des tas de choses. Tous les métiers de la marine sont à peu près sont présentés. Et donc, ils viennent avec leur jugement militaire. On complète aussi notre appréciation avec un passage devant un psychologue de la marine. Et donc, on a cette chance de disposer du service de psychologie de la marine dans lequel on va bénéficier d'un éclairage complémentaire d'un spécialiste justement de l'interprétation du comportement
directement et qui va nous apporter son regard sur la capacité estimée d'adaptation, les capacités cognitives de l'intéressé. Et puis, on a des tests psychotechniques, évidemment, pour compléter tout ça. Voilà. Mais c'est bien comment dire, la synthèse entre ces éléments qui va nous permettre de choisir d'une façon qui va être un mix entre des éléments, on va dire, un peu objectifs et puis une forte intuition. Et une question pertinente là dans le chat Oui. par rapport à maintenant. Et Johan, on n'a pas oublié ta question, on y reviendra après. Donc la question, oui, c'était, pardon, Alors, c'était désolé, moi, Fabrice. je la vois pas, alors j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Non, je vais faire le relais. C'est Fabrice qui demande comment approchez-vous la capacité à s'adapter. Donc j'imagine c'est l'évaluation de cette Alors, capacité. alors d'abord, je parlais du psychologue et ça va nous permettre d'en arriver après. Je vais revenir à la question de comment on touche et puis pourquoi aussi on verra pourquoi on a choisi dans ce processus de travailler avec le cheval. Alors, déjà, il y a les psychologues qui sont des spécialistes, qui vont poser des questions, qui vont sentir un peu. Il y a les tests, comme j'ai dit, les tests psychotechniques. Et de notre côté, ce jugement militaire, c'est quelque chose qu'on a façonné tout au long de notre carrière. Moi, en tant que commandant de bâtiment, une grande partie de mon travail, ça a été de savoir si je pouvais faire confiance aux gens, si je pouvais, s'ils avaient cette perfectibilité. Et donc, au travers de l'échange, des questions qu'on lui pose. Donc, on a une grille d'évaluation avec des questions types, mais on laisse aussi beaucoup les marins en question qui ont exercé des responsabilités de management, hein, des responsabilités aussi de commandement, de voir si, en gros, ils vont répondre à la question, est-ce que c'est quelqu'un que je prendrais avec moi, en gros, pour aller en opération ou au combat. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la clé. Si je me dis que le jeune homme ou la jeune femme qui est devant moi, il montre suffisamment d'ouverture d'esprit, de volonté, on peut être assez confiant. Et puis aussi au travers de la façon dont ils vont répondre sur les questions et même les questions qu'ils vont poser. On parlait tout à l'heure de l'appréhension vis-à-vis de la mobilité et tout ça. Il est sûr que si on est face à quelqu'un qui montre une réticence à ces éléments-là, ça augure assez mal, en général, d'une capacité d'adaptation. Voilà. Est-ce que je pense que j'ai répondu? Ouais, très, très bien. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que, alors pour ceux qui ne le savent pas, Goshaba, c'est une entreprise qui développe des tests cognitifs pour mesurer l'adaptation. Et un truc que je trouve intéressant, c'est que souvent, on met en opposition des tests type déclaratif et des tests cognitifs. En fait, les deux sont à peu près complémentaires. Un truc qui est bien avec la marine, c'est que je pense que c'est une des rares organisations qui a des datas sur peut-être des centaines d'années, hein, et qui peut mesurer réellement si un recrutement est réussi ou pas. Alors tout le monde a pas cette expertise, cette expérience, et puis ça. Mais ce que tu décris, Makara, c'est quelque chose qui est vraiment important. Après, tout le monde n'a pas ces datas et tout le monde n'a pas la capacité à donner son jugement à tous les candidats. Mais l'accent que tu mets, il est important sur l'idée que fondamentalement, les deux enjeux peut-être qui vont changer dans les organisations, c'est cette capacité de s'adapter. Et j'entends aussi dans ce que tu dis de la capacité à travailler en équipe. En réalité, ce sont tout ce que des machines ne pourront pas faire, ou tout ce qu'il va falloir qu'on fasse avec des machines. Et du coup, c'est vraiment important de se dire que le shift de penser sur les critères de recrutement et du coup les types d'évaluation doivent changer pour qu'on puisse résister, s'épanouir dans un monde qui change totalement. Alors, par nature, je crois l'avoir décrit en large et en travers, la marine est un milieu professionnel dans lequel il y a un perpétuel changement, une perpétuelle besoin d'adaptation. Donc voilà, nous, c'est dû à notre milieu, c'est dû voilà, à la mer. La mer est un milieu extrêmement changeant, à la nature de nos missions, voilà, où un bateau qui navigue, il va mener 2-3 missions en même temps. On peut être parti pour faire une opération de recueil de renseignements et on peut se retrouver pris dans une opération de narcotrafic. Voilà, ça m'est arrivé il y a encore pas si longtemps. D'ailleurs,
ça doit faire 4 ans jour pour jour. Donc voilà, ça me rappelle des choses. Et donc il faut s'adapter. Je reviens sur un point très important, c'est qu'on a parlé de tout. Jamil dit qu'on a du recul. C'est vrai que les chiffres de recrutement de la marine font aussi que, et la variété des modes de recrutement dans la marine et des filières font qu'on a énormément de recul. On recrute plus de 4000 personnes par an, dont à peu près 3800 aujourd'hui qui sont des civils qui deviennent militaires. Parce qu'après, on fait un peu de recrutement interne, mais de gens qui changent complètement de branche voilà, et de statut. Donc, c'est quand même un chiffre très, très important, avec une variété de filières qui est énorme. On peut identifier les grandes cases, hein, il y a trois grandes cases. On recrute à peu près un peu plus de 10% d'officiers par an. On recrute à peu près 40% directement d'officiers mariniers, ce qu'on appellerait des sous-officiers dans le langage commun, voilà, qui rentrent directement à l'école de Mestrances. Et puis, on a des gens qui rentrent matelots, mais ça représente tout le reste, hein, c'est-à-dire à presque quasiment 50%. Voilà. Et à l'intérieur de ça, il y a une très grande diversité de métiers, hein. Au total, si on met tout bout à bout, on a plus de 80 métiers, c'est ce qu'on dit, hein, différents. Voilà, donc c'est avec des approches différentes. Donc on a un recul énorme. On a des modes de recrutement qui sont le concours de l'école navale qui va concerner un petit nombre, hein, de personnes à la fin, 85. Mais on a aussi des modes de recrutement pour certains qui vont être en mode manager-recruteur. On a aussi pour quelques dizaines de personnes par an, on est vraiment dans le mode chasse de tête. Donc on va chercher des profils extrêmement particuliers pour pouvoir faire des types de contrats très particuliers, hein, où les gens rentrent directement dans la marine à un grade donné pour 4 ans, pour une mission donnée, voilà, et il n'y a pas de changement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les commissionnés. Donc c'est peu en nombre, mais en revanche, en termes de variété de techniques de recrutement, on manipule à peu près tous les cas, et aussi avec des nombres très, très variés. On recrute aussi dans des métiers qui sont aussi divers que chef de quart sur un bâtiment de combat, à des gens qui font de l'administration, des finances, des choses comme ça. Et on va après sur tout ce qui est numérique, cyber, des gens qui sont techniciens dans le nucléaire, des gens qui sont dans la maintenance aéronautique, et puis des gens qui, par exemple, vont être fusiliers ou commandos. Donc, c'est une variété énorme de types de métiers, de types de profils qu'on recherche. Donc, ça nous donne énormément de recul. Moi, quand j'entends des entreprises qui me disent cette année, on va se lancer, on va faire un plan de recrutement de 200 personnes. Évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste que voilà, la marine a besoin de recruter tous les ans énormément de nouveaux dans des professions, de nouveaux marins dans des professions très différentes, et que ça nous apporte, par rapport à l'expérience de recrutement, énormément de recul et d'informations. C'est une bonne transition, je pense, pour juste parler des défis de pénurie, les nombres de postes à pourvoir, on en a un petit peu parlé, comment vous faites connaître les métiers, et puis du coup, en transition avec Gochaba, comment vous travaillez ensemble. Je pense que c'est un bon sujet. Il y a aussi, alors je vois, il y a pas mal de questions. Je vais les afficher juste après. Comme ça, on fera une toute petite session de questions-réponses à la fin. Donc voilà. Donc là, c'était surtout sujet sur la pénurie, les difficultés que rencontre la marine, et puis aussi pourquoi voilà, Gochaba travaille avec la marine aujourd'hui, et comment ça se passe. Alors déjà, je voudrais corriger un point. On parle de pénurie. C'est pas tout à fait. C'est une façon un peu étrange de décrire les choses. La marine, depuis, ça fait 5 ans qu'elle réussit à atteindre ses objectifs de recrutement qui sont en hausse, hein. En 5 ans, on est passé de 2500 à plus de 3500 recrutements de civils qui deviennent des militaires, hein, Makira, je t'interromps une demi-seconde. Parce que ce que tu dis, c'est aussi, je pense, prendre un petit peu de recul par rapport à la façon dont on décrit la génération Z, qui s'investit pas, qui est paresseuse, etc. Là, tu es en train de dire que tous les ans, tu as de plus en plus d'hommes et de femmes qui sont prêts à rentrer dans la marine nationale pour défendre leur pays. C'est petite parenthèse, hein. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est un combat, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, il y a d'énormes besoins sur l'ensemble du marché du travail en France.
Il y a aussi des bonnes nouvelles, mais qui ont un effet qui accroissent les tensions, hein. Quand on parle de plan de relance du nucléaire en France, de réindustrialisation, quand on a des gigafactories qui s'ouvrent dans le Nord et qui, d'un seul coup, requièrent des milliers de gens qui sont dans le domaine de l'énergie, des électriciens, bah, tout ça, c'est des profils qui nous intéressent. Évidemment, ça crée une forte concurrence. Voilà. Donc, il y a une forte concurrence, c'est un combat, ça, il faut pas le cacher. Il n'y a pas d'employeur en France qui aujourd'hui peut dire qu'il n'a aucun problème pour attirer, recruter. Qui plus est, la marine, et ça c'est intéressant aussi pour éclairer les gens qui aujourd'hui parlent justement de pénurie, de difficulté à être visible, ce que tu citais tout à l'heure, Jamil, c'est-à-dire comment faire connaître ses métiers. Bon, nous, quand on a 80 métiers différents, aussi différents que les nôtres, hein, parce qu'on peut dire 80 métiers différents, mais qui finalement, ce serait plutôt 50 nuances de gris. Chez nous, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on parle de trucs, c'est la carpe et le lapin. Donc voilà, il faut vraiment prendre ça en compte. Donc ça fait très longtemps qu'on a à relever ce défi. Bah voilà. D'abord, on n'est pas très visible puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on est essentiellement autour de Toulon, Brest, Cherbourg et dans les Outre-mer. Et puis ailleurs, bah, on l'est beaucoup moins. Voilà, ça c'est une réalité. Donc comment se faire voir? Et ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure sur la communication au-delà des campagnes publicitaires. Parce que dans un monde dans lequel il y a énormément d'investissements publicitaires, c'est évidemment pas en faisant une course en avant en investissement toujours plus. D'abord, bah, les moyens sont comptés, hein. Moi, je suis à budget constant. Voilà. Et donc, il nous s'agit pour nous d'être innovants, évidemment, dans la façon dont on va toucher les gens. Voilà. Il faut être aussi innovant dans la façon dont on va expliquer. Et puis, notre grande force, bah, ce sont nos recruteurs. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, nos recruteurs ne sont pas des gens qui ne font que du recrutement. Et d'ailleurs, à chaque fois on a tenté de confier le recrutement de la marine à des gens qui ne sont pas des marins, le résultat est relativement mitigé et même parfois très très décevant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être convaincu de l'offre de la marine? Bah, c'est de rencontrer un marin et d'échanger avec lui. Donc nous, on investit évidemment une part dans la publicité parce que c'est nécessaire d'être un petit peu visible. Voilà. Ensuite, on investit énormément dans les dispositifs d'ambassadeurat. Alors, ambassadeurat sur des plateformes électroniques. Aujourd'hui, on axe beaucoup sur notre cohorte de 400 ambassadeurs actifs sur My Job Glasses, qui est très connu et très utilisé. Mais on a d'autres plateformes et d'autres partenaires avec lesquels on travaille. On travaille beaucoup aujourd'hui avec une société qui s'appelle Job in Real Life, et qui donc se tourne vers les talents qui sont dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones rurales isolées, par exemple, et où on axe moins sur le dispositif électronique et plutôt sur l'ambassadeurat physique. Donc on demande à des marins d'aller parler, d'aller au-devant de jeunes diplômés pour pouvoir leur expliquer leur propre expérience, pour pouvoir leur expliquer leur perception, eux, de ce que c'est d'être dans la marine. Parce que voilà, on connaît bien, enfin, on raconte bien ce qu'on connaît bien, ce qu'on a expérimenté. Voilà. Et nos marins, en général, parlent avec fierté de ce qu'ils font. Quand quelqu'un visite un bateau, souvent, cette personne est frappée par le fait que ben, le moindre marin va se mettre à la disposition du public pour expliquer son métier avec énormément de fierté, expliquer ce qu'il ou elle fait et sa contribution à la mission et aussi au service de la France et des Français. Donc ça, c'est vraiment notre force. Et quand on demande bah, qu'est-ce qu'on fait au-delà de la publicité, bah, c'est déjà ce que je disais, c'est-à-dire travailler ce système d'ambassadeurat pour mettre en contact, quelle que soit la partie du territoire français, des jeunes Français avec des marins. Voilà. Donc l'intérêt des plateformes électroniques, c'est que comme évidemment on n'est pas présent partout, eh ben, ça permet, quel que soit l'endroit où on habite en France, à partir du moment où on est un peu connecté, bah, de pouvoir parler en direct avec un marin. Et nos ambassadeurs n'ont aucun élément de langage. Ce soir, je vais faire l'accueil des nouveaux ambassadeurs parce qu'on fait des onboarding. Je vais leur expliquer l'importance de leur mission, je vais leur expliquer leur contribution pour pouvoir recruter, évidemment, mais en revanche, je ne leur donnerai aucun élément de langage par rapport à ce qu'ils doivent dire.
S'ils veulent raconter leur propre expérience en bien ou en moins bien sur la conciliation de la vie personnelle, de la vie professionnelle, ils sont totalement libres de le faire. Voilà. Donc cette authenticité du témoignage, c'est un élément clé. Voilà. Et on a beaucoup de marins qui s'investissent dans les événements de recrutement, dans les forums, pour venir rencontrer le public et expliquer leurs différentes expériences. Voilà. Ok, très intéressant. Je sais pas, on peut dire, il nous reste peu de temps, hein, on va dire une quinzaine de minutes. Est-ce que vous voulez, Jamil, peut-être parler un peu de ton étonnement. Là, il y a un point, moi, je trouve quand tu décris les métiers hyper différents les uns des autres, je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Je pense que personne s'est réveillé un matin pour être technicien sémaphoriste. Même le terme technicien sémaphoriste, je ne suis pas sûr que les gens qui sont dans le webinaire savent ce que c'est. Et nous, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est rendu compte qu'il y a deux façons de trouver des candidats qui sont pertinents, des candidates. Ce que tu disais, c'est soit on met tous les jours plus d'argent pour faire de la pub, mais à un moment, on ne peut pas. Soit parce qu'on ne veut pas, soit parce qu'on a des budgets constants, comme tu l'expliques. Et l'autre façon de le faire, c'est optimiser les flux. C'est-à-dire prendre quelqu'un qui arrive et lui dire, écoute, tu as candidaté ou tu es venu dans la marine nationale parce que par exemple, tu veux être fusilier marin au commando. Il n'y a pas que ça qui existe. Et spécifiquement, là, ce qu'on essaye de faire, c'est faire une plateforme qui permet de ne pas postuler à un métier, mais de postuler à une culture qui est celle de la marine. Et une fois qu'on est OK avec la culture, qu'on puisse découvrir les opportunités, s'auto-évaluer et se dire, tiens, en fait, moi, j'avais jamais pensé être technicien sémaphoriste. En fait, ça me tente bien. Et alors, pour les gens qui ne savent pas, le technicien sémaphoriste, c'est les gens qui ont l'espèce de lunettes, là, de jumelles sur les bateaux. Et je pense cette idée Alors non, justement, dans les sémaphores, c'est justement ils sont dans ce qui ressemble à des phares de loin, mais c'est pas des phares. Ah, c'est pas des bateaux, t'as raison. Ouais, voilà. Les guetteurs sémaphoristes, c'est justement pour pouvoir surveiller le littoral depuis la terre. Et c'est un peu plus que. Alors évidemment, ils passent beaucoup de temps à regarder avec leurs jumelles, mais c'est un peu plus que ça. C'est aussi surveiller avec le radar, interagir à la radio avec les différents bâtiments pour protéger le littoral français des menaces qui viennent du large. C'est un peu le contrôleur. Là, tu décris un truc qui est assez étonnant. C'est que moi, je décris une situation qui était celle de quelqu'un qui est civil et qui voit quelqu'un derrière des jumelles. Et tu décris une situation de protection, de communication, d'adaptation. Et ça veut bien dire que l'image qu'on a d'un métier peut être totalement fausse. Et c'est pour ça qu'avoir une plateforme qui permet de comprendre et d'avoir une image sur ce qui est possible, ça permet d'optimiser les flux. Et je trouve que pour ça, l'armée, c'est super intéressant parce que tout à l'heure, la marine nationale, tout à l'heure, on disait que la marine, c'est un exemple, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, effectivement, dans mon entreprise, effectivement, tout le monde candidate pour avoir le poste 1, mais en réalité, c'est dommage parce que si la personne avait candidaté pour le poste 2, qui est pas ailleurs pénurique depuis 5 ans, on aurait fait un super match. Et cette idée, je trouve qu'elle est formidable parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est un pari sur la culture et ça va dans les deux sens. C'est que pour qu'on embarque les gens sur la culture, il faut qu'on ait les outils pour le faire, qu'on puisse communiquer et qu'on puisse aussi les motiver à examiner d'autres métiers. Ouais. Je pense que c'est une excellente ouverture pour expliquer pourquoi on collabore et quel est le but de notre collaboration par rapport à nos défis et puis à notre processus. Donc, oui, il y a énormément de métiers à présenter qui sont difficiles à expliquer quand on ne les a pas vus en action. Donc, nous, on essaye aussi d'embarquer des jeunes Français, des jeunes Françaises. On a tout un dispositif de pré-recrutement avec des partenariats dans lesquels on va acculturer des étudiants pour les amener vers un engagement dans la marine. Donc, ils vont avoir l'occasion de découvrir en amont, ce qui va conforter en général leur vocation, mais on ne peut pas le faire de façon massive. Et donc, on a un phénomène qui est que les candidats ont tendance, avec une offre aussi large que la nôtre, alors elle est d'un côté rassurante parce qu'elle permet de se dire qu'il y aura presque tout le monde peut trouver son bonheur. D'un autre côté, c'est beaucoup d'informations pour des jeunes qui déjà sont très très saturés et puis qui ont du mal parfois à comprendre la réalité de ce qu'est chaque métier. Et donc, on a un défi d'orientation. On a quand même un nombre significatif de candidats et de candidates, mais dans notre processus,
la partie orientation arrive relativement tard. C'est-à-dire qu'un candidat qui va venir chez nous, il va commencer par prendre un rendez-vous avec un conseiller en recrutement qui va d'abord prendre 1 heure pour lui expliquer ce qu'est la marine en termes de mission, ce que c'est que le statut du militaire et ce que ça implique en termes de droits et de devoirs. Et puis aussi, c'est toutes ces possibilités. Mais en 1 heure, c'est énorme comme information à ingurgiter. Et donc, en général, les candidats ont tendance à se focaliser sur des spécialités qui sont faciles à appréhender, qui sont assez symboliques, assez emblématiques. Dans nos 80 spécialités, il y en a 75% qui chacune ne représentent que 1% de notre flux de recrutement. Voilà. Et donc, il y en a quelques-unes qui monopolisent beaucoup et qui sont assez visibles. Et donc, tout notre défi, c'est de pouvoir amener des candidats qui sont venus sur un certain nombre d'a priori vers des spécialités un petit peu visibles et dans lesquelles on n'a pas spécialement de difficultés de recrutement, leur faire comprendre la diversité de l'offre et aussi l'intérêt qu'il y a à faire d'autres métiers qu'ils n'ont pas entrevus. Voilà. Donc après ce premier entretien d'information, ils vont laisser plusieurs semaines au candidat, le temps de digérer. Aussi, on va lui donner un certain nombre d'informations et puis on va faire ensuite un entretien d'évaluation avec le conseiller en recrutement qui va tester un peu cette motivation sur quels sont les fondements qui font que la personne a envie, mais aussi est-ce que la personne dans l'entre-deux, elle a eu suffisamment de motivation pour bosser un peu la doc qu'on lui a donnée, pour savoir, en gros, qu'est-ce que c'est qu'un bateau, qu'est-ce que c'est que la marine nationale. En gros, tout ce qu'on lui avait expliqué lors du premier entretien, plus 2-3 liens, un peu de documentation. Est-ce que cette personne, elle est capable de prêter suffisamment d'attention à la marine, de porter suffisamment d'intérêt à la marine pour avoir bossé ce truc-là? Mais on voit bien qu'il s'est déjà passé presque 1 mois. Et puis après, quand on parle des évaluations, c'est-à-dire les tests de sport, le passer devant un médecin, les tests psychotechniques et le test devant le psychologue, tout se fait en moins d'une semaine. On a 5 centres en France qu'on partage avec les 2 autres armées. Et les jeunes Français, les jeunes candidats viennent dans ces centres et passent en 3 à 4 jours toutes les évaluations complémentaires. Après, ils postulent pour certaines spécialités. Par exemple, ceux qui veulent faire des spécialités de plongeurs, ils vont devoir forcément aller faire quelques tests complémentaires. Ceux qui veulent rentrer dans l'aéronautique navale, par exemple, ils vont avoir 2-3 autres tests supplémentaires. Voilà. Donc, ça fait un processus qui, globalement, paraît relativement long, même s'il est relativement compact dans la partie évaluation. Il faut aussi rajouter que forcément, ça prend un peu de temps de rentrer dans la marine parce qu'on va faire une enquête de sécurité pour vérifier que les intéressés n'ont pas, disons, d'éléments qui seraient rédhibitoires. Voilà, hein. C'est quand même des gens à qui on confie notre sécurité et des armes, je le rappelle. Donc voilà, ça fait un processus qui à la fois est assez long, dans lequel la question de l'orientation finalement peut arriver un peu tard, ou de la réorientation peut arriver un peu tard, qu'il faut préserver parce qu'aujourd'hui, c'est notre richesse d'avoir un truc qui finalement est assez compact. Hein. Quand je dis en 3-4 jours, on passe à peu près l'essentiel des évaluations. Après, ça ne veut pas dire qu'on va prendre la décision tout de suite. Et donc, il y avait une nécessité pour nous de pouvoir mettre plus en amont, déjà, le début de ce dialogue sur l'orientation avec le candidat. Pouvoir montrer d'un côté toute la diversité de ce qu'on est capable de faire, même avant la rencontre avec un conseiller en recrutement, et puis ouvrir aussi les chakras des candidats sur le fait qu'il y a peut-être autre chose qu'ils avaient vu. Et puis on a envie aussi de vraiment renforcer ce qui est une réalité, mais qui est aussi un peu notre mantra, c'est qu'aujourd'hui, on mesure tout autant les talents, les soft skills, comme on dirait, de le matérialiser encore plus. Et au travers du test qu'on souhaite mettre en place avec Goshaba, qu'on est en train de mettre en place, le mettre plus en amont sur notre site lamarinerecrutement.fr, de façon à ce que dans sa démarche, un jeune Français, une jeune Française qui a envie de voir un peu ce que sa personnalité, sa façon d'être lui ouvre comme porte, qu'il puisse faire ce test qu'on veut ludique. Ce qui nous a plu chez Goshaba, c'est la méthode, voilà.
Et puis le deuxième aspect, ce qui nous a plu dans Goshaba, c'est le fait que nous, on préfère travailler avec d'abord des acteurs qui sont agiles, donc plutôt des startups ou des scale-up, qui vont être à l'écoute de ce que nous sommes. C'est-à-dire ce que nous n'aimons pas, et parce que l'expérience a montré que ça se passait souvent pas bien, c'est un acteur qui vient et qui nous dit, voilà, moi, vous avez un problème et moi j'ai une solution standard qui va pouvoir s'appliquer. Parce que quand on rentre dans les spécificités de ce qu'on fait, finalement, tout n'est pas complètement applicable. Alors je sais, mes amis de l'école du recrutement me disent que chacun pense de façon excessive que son cas est à part, et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas si spécifiques que ça. Néanmoins, le fait de bien comprendre ce qu'est la marine et ce que la marine recherche est un gage évidemment de succès dans une coopération. Donc un acteur qui soit agile, du fait de sa taille aussi, parce qu'il va nous prêter suffisamment d'attention, avec qui on va pouvoir travailler aussi à taille humaine. Moi, c'était extrêmement important le rapport humain que je pu avoir avec toute l'équipe de Goshaba, avec Sylvie, qui était la commerciale au début, avec qui on continue d'entretenir d'excellentes relations. Avec Jamil, la rencontre avec Jamil et avec les deux cofondateurs est extrêmement importante pour savoir si on a des gens qui sont à l'écoute, qui vont évidemment nous apporter ce qu'ils ont à nous apporter, nous conseiller, mais aussi qui vont pouvoir dialoguer. Voilà, j'ai eu des expériences malheureuses avec d'autres partenaires potentiels qui j'ai trouvé moins à l'écoute. Ça reste quand même un rapport essentiellement fondé sur la confiance mutuelle, la compréhension mutuelle, et c'est ça qu'on a recherché, et c'est ça qu'on recherche chez la plupart de nos partenaires, et c'est ça qui aujourd'hui nous semble un très gros avantage avec Goshaba. Vraiment, merci beaucoup pour ta confiance et celle de la marine, Makera. Enfin, ça nous touche. Et juste pour préciser, pour ceux qui nous connaissent déjà, ce que tu décris, c'est une nouvelle offre. Donc, jusqu'à présent, nous, ce qu'on faisait, c'était des tests de présélection. Et là, ce qu'on développe justement grâce à toi, c'est une solution d'orientation et qui permet de candidater non pas à un poste, mais à là, la marine ou une entreprise. Je vois qu'il est midi et il y a une question qui restait en suspens, je crois, Martin. Oui, c'est ça. Donc il y avait, alors je peux l'afficher maintenant, je sais. C'était quelle est la place de l'alternance dans la marine nationale? On en a parlé un petit peu avant, mais enfin, surtout le recrutement, il y a beaucoup de choses. Et je voulais juste Ouais. rajouter aussi un élément qui était intéressant avec nos échanges avec la marine nationale, c'était que l'offre finalement de formation de la marine est impressionnante. Elle donne accès à des métiers qu'on pensait impossibles dans le privé parce que trop cher, parce que je pense au métier de pilote, à plein d'autres métiers. Et c'est là où l'interaction avec Goshaba est intéressante parce qu'on peut détecter du potentiel, mais derrière, la marine peut fournir en fait des formations diverses et variées sur plein de métiers. Donc c'est très très intéressant. Je vais répondre à la question de Johan et puis plus globalement à la question des dispositifs de pré-recrutement. Mais je veux juste préciser que la solution qu'on est en train de développer avec Goshaba, c'est pas une solution. Alors, c'est une solution qui est sur l'orientation, mais qui va pas dire à la fin, Oui, voilà, vous allez postuler pour ci, pour ça. Elle c'est une va, aide. en fonction de ce qu'on arrive à travers les tests, de mesurer, de regarder, voilà, des soft skills a priori de l'intéressé, de lui dire, voilà, vous devriez vous intéresser à tel ou tel métier parce qu'il semble correspondre plutôt à ce qu'on voit de vous. Voilà. Donc ça ne va pas être la seule base de notre Heureusement. travail, mais ça va permettre d'avoir un dialogue plus précoce sur ce sujet. Voilà. C'est pas un truc contraignant, hein, il faut être très clair. Les candidats pourront aller faire le test, ça ne va pas les contraindre dans un domaine, même si je pense que il y a une très forte, c'est une suggestion extrêmement pertinente qui va être faite. Voilà. Pour répondre à la question de Johan, précisément d'abord sur l'alternance et puis après en élargissant sur le système de pré-recrutement, l'alternance dans la marine n'est pas un moyen très développé. Il y a des stages en alternance, hein, il y a une grosse centaine de stages qui sont faits tous les ans, mais par des employeurs extrêmement différents, hein. Ça va de gens qui vont être avec notre bureau de relations internationales et qui vont certainement en général qui ont fait un master de sécurité défense ou des choses comme ça et qui vont être plutôt
dans l'aspect relations internationales. Mais évidemment, c'est une bonne façon de rentrer, d'être en contact avec la marine. Ça ne donne pas accès à l'ensemble des métiers d'abord. Et donc voilà, il y a une grosse centaine. Et aujourd'hui, c'est une bataille pour essayer de les rendre plus visibles parce que aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme auquel on peut voir l'offre de la marine. Et puis, c'est pas la politique du gouvernement, puisqu'il faut mettre en avant aussi la politique de l'État. Et donc voilà, voilà, il y a ce défi. Voilà. Bon, l'alternance, c'est un moyen, mais c'est pas forcément le seul. Alors, on parle beaucoup des militaires. Il y a aussi l'alternance aussi, les alternants civils. Il y a quand même plusieurs milliers de civils dans la marine. Et tous les ans, il y a une centaine de recrutements de civils. La voie de l'alternance pour recruter ces civils est une voie qui est très, très pertinente. Alors, on en est très content et on cherche à attirer vers ces métiers civils. Alors, ce sont des civils qui sont dans la marine, qui servent à la marine, qu'on considère comme des marins en civil, mais ça reste dans des métiers qui sont des métiers du soutien. Voilà. Pour aussi les portes d'entrée voilà, dans la marine, dans le pré-recrutement, on a aussi la possibilité d'avoir le contrat de volontaire officier aspirant qui permet pendant 1 an d'être officier dans la marine. Alors évidemment, on ne demande pas de compétences particulières, on demande surtout une capacité d'adaptation. C'est des gens qui, pendant 1 an, vont faire souvent une césure, qui font des études supérieures, qui font une césure dans la marine, dans lesquelles ils vont pouvoir exercer des petites responsabilités concrètes en appui. Certains sont embarqués sur des unités, d'autres, une plus grosse majorité, sont dans des états-majors à terre. Mais c'est une très bonne façon de découvrir la marine et de voir si on a envie de poursuivre. Et on a un taux de transformation qui est énorme parce que je crois qu'on a plus de 40% des volontaires officiers aspirants de l'année dernière qui ont postulé pour un poste dans la marine ensuite. Et on a aussi un fort taux de renouvellement. Pour découvrir la marine, outre les stages ou le VOA qui est une césure, on a aussi la possibilité de faire une préparation militaire marine. Donc, ce sont des jeunes Français qui, 12 week-ends par an, 12 samedis par an, vont déjà se lever tôt, acquérir une certaine discipline de vie et vont être encadrés par des réservistes. Donc, c'est des groupes de 30, 40 jeunes Français. Et ces réservistes vont leur expliquer, leur présenter la marine, et puis ils auront une semaine bloquée dans laquelle ils visiteront des bases, des bateaux, voilà. Et donc ça permet vraiment d'avoir une forme d'acculturation dans la marine. Voilà. Donc je voulais dire aussi en complément que par rapport à ce qu'on fait pour se faire connaître, on fait un énorme travail aujourd'hui et qui va prendre de l'ampleur pour mieux communiquer auprès des prescripteurs, c'est-à-dire les professeurs, auprès aussi de tous les gens qui vont avoir une influence, aussi des parents, parce que les parents jouent un rôle important souvent dans le choix des jeunes candidats. Voilà. J'ai été trop long, je suis désolé. Non, c'est très bien. Je vois que Johan a répondu, voilà, qu'il avait pas mal d'abonnés et qu'il serait ravi de partager ces informations. Voilà. Ben merci, parce qu'on va devoir arrêter, parce que j'ai peur que ça coupe aussi, parce que LinkedIn peut couper. Mais merci encore, parce que c'était vraiment passionnant. Enfin, je trouve que c'est des sujets passionnants. Et puis peut-être que Jamil, tu veux conclure Non, enfin, moi, je laisserai la parole à à Makira. Et Makara. vraiment, enfin, moi, j'ai deux fonctions. Là, j'ai la fonction de cofondateur CEO de Gosheba, mais j'ai aussi la fonction de citoyen. Et en tant que citoyen, je suis très, très fier de travailler avec la Marine nationale. Merci. Moi, je pense que j'ai beaucoup trop parlé, j'ai pas assez laissé parler Jamil, mais Non, c'était la très bien. c'est la passion qui m'anime. Et puis, il y a tellement de choses à dire, à découvrir, voilà, à expliquer. Voilà. Moi, c'est 2 ans que je suis dans le recrutement. Avant ça, j'ai fait des opérations aéromaritimes essentiellement. Voilà. Et c'est, comme je l'ai dit, extrêmement stimulant. On est obligé de sortir de sa zone de confort et aussi découvrir qu'en tant que marin, au travers de notre formation, finalement, on est très, très. On est déjà bien préparé à cette adaptation et à traiter des sujets.
Alors, je vois une Et, remarque là de oui, Monsieur Maréchal qui dit qu'on est très peu connu dans les lycées pro, par exemple. Alors, il faut quand même savoir que les 3 armées font ce qu'on appelle la campagne scolaire et donc sollicitent tous les lycées et collèges de France tous les ans par un courrier pour demander à pouvoir venir présenter justement nos carrières. On a quand même 75 en gros des lycées et à peu près 50 des collèges qui répondent favorablement. Ça ne veut pas dire qu'on touche 50 des collégiens et 75 des lycéens, mais enfin, les recruteurs des 3 armées viennent pour expliquer les possibilités de carrière dans nos différentes institutions. Donc, je suis étonné qu'on soit pas. Enfin, c'est vrai qu'on n'est jamais assez connu, vous avez raison. ouais, En tout cas, c'est pas faute de faire la démarche, mais oui, oui, ça veut dire qu'il faut continuer de faire des efforts oui. pour mettre à disposition des prescripteurs que sont les professeurs. Donc, je remercie d'ailleurs de tout ce qu'ils font pour nos enfants, voilà, parce qu'ils sont en première ligne, même si ce serait plutôt aux parents d'être en première ligne, mais enfin, souvent, ils sont quand même en première ligne. Et donc, on va faire en sorte de leur fournir beaucoup plus encore de matériel, beaucoup plus de support pour les aider. On a une excellente collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse sur ce sujet. Ben, merci. Ben, c'est bien. Je pense que il y a eu pas mal de questions. C'était très très intéressant. Vraiment, moi, je suis aussi encore ravi d'avoir pu échanger avec vous, Makara. Et puis, pourquoi pas, dans quelques mois, si on peut faire un retour d'expérience sur la solution avec Goshaba, ça pourrait être très intéressant. Et puis, même continuer ces sujets qui sont toujours très très intéressants. Donc voilà. Bah, merci à tous les deux. Bah, Et puis, merci Makara, merci Martin pour l'animation et merci à tous et toutes pour être présentes aujourd'hui. et à très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci Bonne beaucoup. journée. Hop.